The Youth and Young Adults International Agency Haiti is proud to present you its 3 days webinar on HIV and AIDS as it pertains to the Haitian community. The goal of this webinar is to educate, empower, and to inform you on the impact of the HIV and AIDS virus within the Haitian community. Meet our speakers. Dr. Joanne Lysias holds a medical degree with a focus on semiology, pathology, and medical anthropology. She holds a master's degree in international public health, health policy in developing countries, socio-anthropology, statistic, and project management. Dr. Lysias has worked in the following countries: Haiti as well as the Democratic Republic of Congo. Madame Reginald Judith Gerlus Massé. She is the senior public health leader with over 22 years of experience managing complex global health programs in international and donor funded settings. Her expertise includes maternal and child health nutrition, reproductive health, HIV and AIDS, immunization, and health system strengthening with a strong focus on technical leadership. Madame Rebecca Gerlus. I am the project coordinator, the founder of the Youth and Young Adults International Agency. I hold a associate degree in criminal justice, a bachelor's degree in management from the University of Phoenix, and of course, I am here to serve everyone. Thank you so much for your time. I am so happy to be here with all of you, and I hope that you will learn a lot from our webinar. Bye. And hello to everyone who is going to catch the replay. My apologies if you guys were waiting on us for 10 o'clock in the morning. Joanne and myself, we have a difference of time. She is right now in South Africa. I am in Haiti. So we had to make a little bit of an adjustment with the time. But Jojo, thank you so much for being here with me. Thank you for participating into the project that we are getting ready to do. I appreciate you. Now, let's talk a little bit. If you want to introduce yourself to the public, let them know who you are, your background, and things of the sort. Hello, everybody. My name is John Lysias. I am a medical doctor and a major in public health. But I have 15 years work in the health, women health, and in Haiti and also in Central Africa, a in Congo, Brazzaville. But my work started in Haiti with Plan International when I work with a HIV program for a orphan child and community also. And after that, I'm going to work in women health for after the earthquake in Save the Children. And after this position, I'm going to work with UNFPA on a health woman for 2 years in the regional, like the regional advisor. After this period, I come back of at a national a program officer for a reproductive health in a Port-au-Prince when I have to travel at the many department in Haiti. And after this period, I'm going to work with a GHP Go for the family planning. And after that, I may go to the MOH to work like a advisor to the Minister of Health when I manage many programs. And after this period, I'm going to work to UNFPA at Congo. Merci infiniment. So, as you guys can see, that is a well extensive background when it comes to working not only here in Haiti, but also working in Central Africa. She's worked in Congo. She's now in South Africa. One of the main reason, first of all, Jo, let's talk about your studies. Tu as étudié la médecine en Haïti,
Mais comme tu m'as précisé, tu as aussi étudié community. So it's like you have more of a community approach when it comes to medical health in Haiti. Because as I was mentioning to you, sometimes I feel like doctors, Haitian doctors, they lack a lot of empathy. Et la communauté haïtienne, they really like the Haitian community when it comes to medicine. I do find that they need a more of a community approach. So, do you want to tell us, est-ce que tu veux nous dire un peu plus pourquoi pour toi cette approche est encore mieux, comme si tu peux vraiment te connecter avec la communauté haïtienne en tant que médecin? Okay. Can I switch in French? OK. Oh, bon, je peux dire que dans mes études, j'ai été influencée par l'anthropologie médicale et l'approche où on sait que le médecin, c'est la dernière personne que le malade vient voir parce que c'est toujours soit ce que ta mère fait, ce que fait ta voisine et le médecin, c'est la dernière personne. Fort malheureusement, c'est ce que nous tous nous faisons. Mais on veut l'ignorer, on veut penser et faire croire que c'est parce qu'on fait, on va automatiquement vers le médecin, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, après mes études de médecine, pendant mes études de médecine, donc j'allais à la faculté d'ethnologie comme étudiant libre pour aller sur ce qu'on appelle l'ethnomédecine et aussi vaudou et société. Et ensuite, quand je suis partie comment on appelle ça, et en France, donc j'ai choisi de faire la santé publique, mais une spécialité qu'on appelle santé internationale. Donc, qui est un peu, on va dire au Canada, ils appellent ça la santé globale. Donc, dans ce parcours-là, on fait beaucoup de sociologie, beaucoup d'anthropologie. Et bon, il y a deux types d'anthropologie qu'on fait, c'est l'anthropologie théorique et l'anthropologie, on va dire, appliquée. Donc, c'est ce qui fait que un peu l'approche, parce qu'il faut comprendre le patient, comprendre ce qu'il vit pour savoir comment l'approcher, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que tu appelles le déni et il faut ne pas avoir c'est l'observation du patient sans pour autant dire que le patient, comment je pourrais dire ça, que le patient va choisir les mauvaises voies ou bien le critiquer. Donc, c'est ça qui fait que moi, j'ai été connectée à ça. Et plus tard aussi, je peux dire aussi dans mes stages, ce qui m'avait beaucoup choqué, je peux dire ça, c'était quand j'étais stagiaire au sanatorium. Donc, j'avais une jeune fille de 25 ans qui avait 2 enfants et elle était avec sa belle-mère à l'hôpital. Donc, je l'avais vue, j'ai fait le counseling pour elle et à ce moment-là, l'interniste n'était pas là. Donc, moi, j'ai fait une lettre de référence pour l'envoyer à l'hôpital général, demandant à un médecin et interniste de voir la dame. Sauf que, quand elle est, bon, comme c'est un confrère, je pensais qu'il fallait donner des détails pour dire que la femme est HIV positive, qu'il fallait qu'il la voie parce que elle avait d'autres problèmes cardiaques et d'autres problèmes métaboliques. Sauf que le médecin en question, quand il a ouvert comment on appelle ça, la lettre en question, qu'il a vu que la dame avait le HIV, il a envoyé la lettre par terre et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément décidé de ne pas voir la dame parce qu'il dit qu'il ne va pas voir cette personne-là. Donc, c'était pour moi un choc de voir qu'un prestataire de soins qui a cette attitude-là. Donc, je pense que ça a été l'un des soucis qui m'a apporté maintenant à essayer de voir comment aborder ce volet-là, avoir l'empathie, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'empathie des médecins et un manque de confidentialité, parce que quand la belle-mère est arrivée, elle était tellement fâchée qu'elle a dit qu'elle ramasse toutes ses affaires, que son fils va être malade, qu'elle a refusé que la dame puisse suivre le traitement, alors que la femme était à la fois tuberculeuse et avait l'HIV positif. Et c'était une dame avec 2 enfants. Donc, je pense que c'est tout ça qui m'a fait comprendre que si nous, en tant que médecins, on n'a pas d'empathie, on n'a pas de discrétion, on n'a pas de confidentialité, ça devient vraiment très compliqué.
Je dois vous dire que Dr. Lysias, c'est l'une des personnes qui va présenter dans le webinaire qu'on aura les 22, 23 et 25 juin prochains. Le webinaire se fera sur le VIH, le HIV and AIDS, spécifiquement pour la communauté haïtienne. C'est un sujet qui me touche à cœur parce que j'ai eu à vivre comment je pourrais dire, ce qui se passe dans une communauté haïtienne en 2026, que les gens n'ont aucune idée de comment faire ou comment se soigner, les médicaments, comme si c'est juste, ça m'a réellement choqué, ça m'a réellement choqué. Donc, c'était important pour moi de mettre ce webinaire pour que nous puissions comprendre en tant qu'une communauté les qui vont travailler spécifiquement avec les Haïtiens. Vous devez comprendre et la mentalité haïtienne, surtout au sujet du VIH. Vous devez comprendre que en tant qu'Haïtiens, nous subissons beaucoup de discrimination. Ça a toujours été ainsi. Le VIH est très, très, très sensibilisé lorsque nous parlons d'Haïti parce que je crois que c'était dans le début des années 1980. On avait bien dit que les Haïtiens, c'est eux qui avaient apporté cette maladie, le VIH. Donc, ça reste comme une sorte de marque noire pour nous. Lorsque nous avons un proche ou lorsqu'une personne haïtienne est atteinte de la maladie du VIH, même si cette personne ne vit pas en Haïti, même si cette personne ne vit pas en Haïti, cette personne ne va pas même vouloir accepter qu'il soit atteinte de cette maladie, voire pour pouvoir parler de ça à ses proches, son mari, sa femme, ses enfants, sa famille et encore plus une communauté extérieure. Les gens se cachent, les gens se cachent, les gens disent du n'importe quoi, du n'importe quoi. On a la spiritualité qui joue un rôle énorme que les gens de tas d'histoires. Donc, c'est très important. J'ai été réellement choquée par ce que j'ai vécu en tant qu'une personne qui a eu un proche que je pourrais dire, bon, je ne peux pas dire que cette personne avait été atteinte de la maladie du VIH parce qu'il n'y avait aucun test. Il n'y avait pas de test. Mais comme je connais les signes avant-coureurs ou que j'ai eu j'ai eu une idée, je me suis dit, mais je pense que ça se pourrait que ce soit le VIH. Et ce que j'ai eu à vivre, c'est que, même avec ma famille proche, c'était un sujet tabou. Les gens n'ont pas voulu accepter et c'était du chuchu chuchu. On n'en parle pas. On préfère dire du n'importe quoi. Donc, le webinaire qui va se suivre, je pense que vous allez avoir une idée. Si vous avez un parent qui est infecté du VIH, comment recevoir ça? Parce que peut-être que vous ne pouvez pas, comme si, savoir les mots ou dire à cette personne, OK, voilà comment vous pouvez gérer le VIH. On est dans l'année 2026. Il y a plein de médicaments qui sont là pour que les gens puissent vivre une vie décente. Il n'y a pas de shame lorsque vous êtes atteint d'aucune maladie. Comment je pourrais dire un shame? Euh, Comme si que vous vous sentez mal, que Malchance. exactement. Il y a pas ça lorsque vous avez une maladie. Il n'y a pas ça lorsque vous avez un enfant et un parent qui soit atteint du VIH. Le VIH, c'est une maladie comme toutes les autres, OK? C'est une maladie comme toutes les autres. Il va falloir simplement que vous sachiez comment vivre avec cette maladie. Il va falloir que vous sachiez, OK, maintenant que j'ai mon résultat, qu'on me dit que je suis atteinte du VIH, c'est quoi le VIH? C'est exactement quoi? C'est quoi ça le VIH? Tu dois faire des recherches. Donc, avec le webinaire, c'est en 3 parties qu'on va faire. La première partie, c'est Dr. Lysias et Madame Massé.
elles vont ouvrir et on va parler du stigma. Exactement ce que Dr. Lysias vient de dire. On parle du stigma et du shame, comme si le fait que tu penses que, oh mon Dieu, j'ai le VIH, je ne mérite plus de vivre, je ne mérite plus que personne me parle et que je dois me mettre quelque part, je suis sale, oh mon Dieu, non. On va en parler de ça le premier jour. On va parler du stigma, de ce que vous pensez, de ce que vous pensez que votre communauté, parfois vous tenez les choses à l'intérieur, vous culpabilisez. Pourtant, si vous pouvez en parler avec quelqu'un, vous voyez que, premièrement, ça soulage le fait de dire, ah, écoute, et je suis positif. Ça soulage. Et vous ne savez pas comment les gens ils vont recevoir ça et l'encadrement que vous allez recevoir avec votre communauté. Donc, la première chose, c'est pouvoir en parler, pouvoir vous soulager. Bien sûr, vous n'allez pas en parler avec tout le monde, quand même, c'est votre vie privée. Vous devez avoir quelqu'un en confiance, pas vrai? Vous devez pouvoir aussi et accepter le fait que le test soit positif. Je trouve que, juste, je dis la communauté haïtienne, mais c'est probablement partout. Il y a des gens, c'est comme lorsqu'ils ont ce diagnostic, au lieu d'accepter ça, ils mettent ça de côté parce que vous savez que le début du VIH, et vous pouvez avoir ça pendant 10 ans et plus et ne pas être malade. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le virus du VIH et ne jamais être malade. Et votre corps va continuer jusqu'à ce que le corps ne peut plus, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de globules, jusqu'à ce que, et que les maladies infectieuses rentrent et que c'est là que vous commencez à avoir des petits mots, par exemple, des tas de choses qui vont vous indiquer, écoutez, ma santé, ça ne va pas trop bien. Donc, le premier jour, on va en parler. C'est un webinaire que je suis réellement. Je pense que Dr. Lysias, avec les informations qu'elle a, les informations sont très bien parce que ce ne sont pas des informations qui sont scientifiques simplement. Ce ne sera pas un webinaire là où vous allez simplement avoir des données. Il y aura des données, bien sûr. Vous devez savoir, bien sûr, la deuxième personne qui va présenter, je ne sais pas si on aura le temps de monter live pour que vous puissiez avoir une autre idée comment je pourrais dire, clinique du VIH en Haïti post l'assassination du président Moïse. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'avec les camps qui sont là à Port-au-Prince, avec les gens, de la façon dont ils cohabitent, avec la violence qu'Haïti a subie, OK, je suis sûre que le taux de VIH a beaucoup augmenté quand il s'agit d'Haïti. Je suis sûre de ça. Donc, moi, je vis là en Haïti, je n'entends rien, il n'y a pas de campagne. C'est comme, bien sûr, vous savez, c'est un pays qui est rempli de soucis maintenant. Donc, le VIH, ce n'est pas l'en-tête. C'est-à-dire, exactement, ce n'est pas la priorité des gens en Haïti pour le moment. Mais c'est là, et je suis sûre que le taux a augmenté. Je n'entends pas de campagne, je n'entends pas les gens en parler, mais c'est faire savoir que, il faut faire attention là, parce que le VIH, c'est chaque jour que les gens attrapent le VIH quand il s'agit de partout dans le monde, mais Haïti un petit peu plus vu les conditions de la population haïtienne. Le deuxième jour, Dr. Lysias, ce sera elle qui va présenter. Elle va présenter le VIH avec les femmes enceintes. Elle va présenter aussi le VIH. On va parler des ressources que vous avez en main, ce que vous pouvez faire, tout ça. Le troisième jour, on va parler des traitements, les différents traitements qui sont là. Si vous êtes en Haïti, les traitements, parce que moi, je fais beaucoup de recherches. Écoutez, j'ai fait beaucoup de recherches quand il s'agit de VIH. Il y a plein de gens sur YouTube qui en parlent. Tu vois, donc ce n'est pas quelque chose pour moi qui soit comme tabou. C'est réellement pas tabou pour moi parce que les gens parlent des médicaments. Je sais qu'il y a de one pill a day, une seule pilule par jour. Et il y a aussi maintenant une piqûre que tu prends chaque 6 mois. Pas vrai? Donc, et ce n'est plus le temps là où il y avait des tas de médicaments que vous puissiez prendre chaque jour et que votre corps, les gens qui sont sous traitement, vivent une vie assez régulière et assez bien. Ils peuvent se marier avec quelqu'un qui soit séronégatif. C'est normal, ça peut se faire. Et vous aussi puissiez avoir des enfants qui soient séronégatifs. Mais pour avoir ça, il faut être sous traitement et il faut savoir son statut. Donc, la première chose, c'est de faire un test.
Si vous êtes sexuellement actif, vous êtes marié, vous devez faire le test. Faire le test chaque 6 mois. Prenez soin de vous. C'est ce qui est important parce que c'est comme si, comment je pourrais dire, ça me surpasse de voir comment les gens perdent leur vie de la communauté haïtienne. Pour rien, pourquoi? Parce que les gens refusent absolument, les gens refusent de parler et de certaines choses qui sont importantes. Ils préfèrent passer ça sous la table. Ils préfèrent dire du n'importe quoi. On est en 2026. Il faut que ça puisse stop, OK? Donc, Dr. Elysias, moi, j'aime vraiment son approche parce que vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup étudié la sociologie. Et ce que j'ai vécu en Haïti avec les médecins, c'est réellement choquant. C'est inimaginable pour moi. Voilà. Lorsque, ayant été une patiente des États-Unis, pour mon check-up général pour tout, les médecins professionnels aux États-Unis ne vous touchent pas. Ils ne vous touchent pas avant même de vous dire exactement ce qu'ils doivent faire avec votre corps. Le médecin, quand vous allez faire un pap smear, le médecin s'assied et le médecin vous dit, OK, je vais ouvrir votre jambe, je vais mettre ceci, je vais faire cela. La personne ne vous touche pas avant même de vous dire exactement ce qu'il fait. Ce que j'ai vu en Haïti, je ne vais pas en parler. C'est du jamais vu. C'est du n'importe quoi. Les médecins en Haïti n'ont pas ce qu'on appelle empathy. Ils sont, comment on dit, empathie, c'est quoi? C'est ça en français, Jo? Oui, Empathie, empathie. ils n'ont pas ça en Haïti. Ils sont réellement bruts. Et si vous faites partie d'une classe sociale qui est basse, c'est encore pire. Ils disent du n'importe quoi. Ils font des remarques qui sont assez vulgaires en tant que patient. Vous posez des questions qui sont réellement, qui n'ont pas leur fond, qui n'ont pas leur place. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui doit changer. C'est très, 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 très difficile de trouver des gens comme Dr. Elysias en Haïti. C'est très difficile parce que je ne sais pas ce qu'on leur apprend. Tu vois, leur degré de professionnalité, d'empathie envers une patiente, c'est choquant, quoi. Je peux imaginer qu'une personne dise que non, je ne veux pas aller voir un médecin, je préfère aller voir un Ougan. C'est normal. Parce que le Ougan, il va s'asseoir avec toi, il va te parler. Le Ougan va imaginer des choses pour te dire, mais quand même, il va t'écouter. Il va t'écouter et il ne va pas te juger. Il ne va pas te juger, tandis qu'un médecin haïtien, et ça dépend de ta classe sociale, ça dépend de la personne n'a pas d'empathie. Est-ce que tu trouves que ce que je dis, Joanne, c'est forfelu en tant que les médecins haïtiens? Am I being too hard? Est-ce que je suis trop dur envers eux ou bien est-ce que tu trouves que j'ai raison? Non, je pense que ça dépend parce que je pense que le souci est que certaines fois, ça va dépendre duquel. Si tu vas avoir un médecin haïtien qui est spécialisé en santé de famille, ça va être différent. L'approche, elle est différente parce que eux-mêmes, ils ont appris à soigner la personne de manière globale, le respect, la dignité. Mais sinon, et puis l'autre souci aussi qu'il y a, c'est que la plupart du temps, par exemple, ceux qui sont de l'alma mater, et il y a des cours de psychologie, de psychiatrie, ils pensent que faire la médecine, c'est pas important d'avoir ces cours-là. Est-ce que tu vois? Donc, certaines fois, ils ne suivent pas ces cours-là. Donc, c'est ça qui crée le souci. Ensuite, et le cours d'anthropologie, ça, c'est pas un cours qui fait partie du curriculum de la faculté d'État. Est-ce que tu vois? Bon, comme moi, j'ai étudié à Quisqueya, nous, on avait eu ça. Je ne sais pas si ça continue parce que c'était une prof qui avait étudié au Canada qui nous faisait ce cours-là. Donc, je ne sais pas s'ils ont continué à maintenir ce cours-là. Donc, je pense aussi, l'autre souci est que dans comment on appelle ça, dans le curriculum, c'est que tu n'as pas ce qui n'a pas le droit du patient. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas ce droit du patient. Parce que je pense que les projets qui font qu'il y ait des droits du patient, c'est par exemple USAID, quand il fait le VIA et la planification familiale exige qu'on mette le droit du patient. Si tu as des projets avec les Canadiens, eux-mêmes, ils mettent le droit du patient. Mais sinon, en Haïti, parce que moi, j'ai travaillé au ministère, cette notion-là,
n'est pas une notion qu'on met en avant. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que en Haïti, le médecin, c'est un dieu. Tu ne lui poses pas de questions, tu vois ce que je veux dire? Il a la science infuse. La preuve, je me souviens quand j'étais stagiaire et il y avait les médecins de famille avaient demandé et au service de chirurgie et d'orthopédie qu'avant de faire les interventions, qu'il y ait une séance de psychologie avec le patient pour lui expliquer, pour savoir s'il veut certains actes, parce qu'il s'est arrivé qu'un patient rentre au bloc parce qu'il avait un problème de diabète. Donc, on rentre parce qu'il a une plaie qui est infectée. Donc, on lui avait dit à la base qu'on allait le nettoyer la plaie. Sauf que, en arrivant, on voit que la plaie est tellement grave qu'on est obligé de l'amputer. Donc, on ne sort pas, on décide d'amputer, on ampute le patient. Donc, tu t'imagines ce patient-là qui est rentré avec ses 2 pieds et qui ressort avec un seul pied. Donc, après quelque temps, le patient, il meurt. Mais comme tu sais qu'on est dans un petit pays, les gens ne vont pas appeler les avocats. Bien qu'il faut dire qu'au Cap haïtien, ça ne se fait plus comme ça parce que les gens du Cap appellent les médecins en justice. Donc, je pense que c'est cette différence-là qu'il y a. Donc, c'est l'approche. Donc, ça va dépendre des spécialités. Donc, je ne sais pas, comme les médecins de famille, et cette spécialité-là sort des États-Unis parce que c'est un médecin haïtien qui avait été directeur d'un hôpital à Miami, le docteur Vulcain, qui avait introduit ce volet-là. Donc, peut-être que c'est pour ça que ces spécialistes-là, les médecins de famille, ont une approche qui est plus différente, plus humaine, on va dire, par rapport aux autres spécialités. Parce que habituellement en Haïti, comme tu dis, vu le niveau social, le patient n'ose même pas poser des questions au médecin parce que c'est le médecin qui a la science infuse, il a la connaissance. Donc, le patient ne connaît pas ses droits. Donc, ça veut dire que ça, c'est un réel souci qui fait qu'on n'explique pas au patient ce qu'on va faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une approche centrée sur l'humain, c'est-à-dire qu'on fait juste un geste et certaines fois encore dans les hôpitaux publics, c'est encore pire parce que, ou bien dans certains hôpitaux où les médecins sont payés à l'acte. Parce que eux-mêmes, ce qui les intéresse, c'est le nombre de patients qu'ils voient. C'est pas comment ils ont vu le patient. Donc, tu vois, c'est tous ces éléments-là qui font que les gens n'ont pas une approche beaucoup plus humaine et puis bon, qui va aller se plaindre que le médecin, parce que pour se plaindre, il faut savoir que c'est pas correct. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça aussi. Il faut savoir, il faut connaître tes droits, il faut savoir et que tu as le droit de demander qu'est-ce qu'on va te faire. Bon, déjà, par exemple, je me souviens, il y avait une approche où on disait que c'était pendant la période de la COVID, il y avait des posteurs de l'OMS qui disaient que il fallait demander au médecin avant de faire des gestes et s'il a lavé ses mains, des trucs comme ça. Donc, tu t'imagines que si tu viens en Haïti, tu dis ça à un médecin, il va te demander pour qui tu te prends. Donc, c'est tout ça. Parce que moi, ce que je reproche, c'est que tout le temps, on fait des campagnes d'information et d'éducation pour les malades, mais on ne fait jamais de campagne d'éducation pour les prestataires. Et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours une question de jugement du patient. Donc, les prestataires ne se mettent jamais en question, au fait. C'est le patient qui doit être éduqué, mais pour le système de santé, le médecin n'est pas à questionner, le prestataire n'est pas à questionner. Donc, je pense que c'est peut-être qu'il va falloir aussi qu'on puisse discuter ou bien faire des plaidoyers auprès des gens qui peuvent sensibiliser les prestataires, au fait. Non, je sais que le VIH, ce n'est pas nécessairement une branche que tu as spécifiquement travaillé dessus. Mais par contre, en tant que médecin, je suis sûre que tu as eu à avoir un ou deux malades ou patients ou voir probablement regarder. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton constat avec le VIH? Parce que je, tu connais mon histoire, pourquoi je fais ce webinaire, mais c'est réellement choquant jusqu'à présent pour moi de voir pourquoi les gens, et des gens éduqués, des gens qui ont été à l'école et tout ça, et ils refusent d'aller voir un médecin, surtout pour se faire et pour avoir le test du VIH. Est-ce que, en tant que médecin, est-ce que tu as fait un constat qui pourrait dire, OK, voilà pourquoi tu penses que, et jusqu'à présent de nos jours, il y a ce blocage en Haïti, il y a ce stigma en Haïti? Bon, je pense que déjà, et quand quelqu'un a le VIH, on va
bon, comment on appelle ça? Les gens vont dire que c'est parce que c'est quelqu'un qui est infidèle, qui est dans le vagabondage. Donc, c'est déjà ça, parce qu'il y a la notion du jugement. Et ensuite, l'autre problème qu'il y a aussi, parce que je me souviens bien que certaines fois, quelqu'un habite, et je vais dire une bêtise, par exemple, quelqu'un peut habiter à Delma. Il y a un centre de santé tout près de chez lui, mais il décide d'aller se faire tester à Pétionville parce qu'il sait qu'il y a un problème de confidentialité du prestataire de soins. Donc, s'il va là-bas, dans sa zone, donc peut-être que le prestataire en question le connaît et on va jaser. Et maintenant, lui, il ne pourra pas être à l'aise pour marcher dans sa zone. Donc, il y a ce souci de confidentialité au niveau. Bien que, comment on appelle ça? Et tous les systèmes qu'on met, je vais dire, pour le VIH, on fait des formations pour les prestataires pour savoir qu'il faut qu'il y ait la confidentialité, l'anonymat de certains dossiers. Il y a tout un protocole parce que moi, je me souviens quand j'étais en France et Haïti était considéré comme 5 stars pour le VIH. C'est un pays à succès parce qu'on a eu beaucoup de bons résultats, parce qu'il y a des approches communautaires, il y a une façon de faire en Haïti que tout le monde adore. Mais il y a quand même encore beaucoup de faiblesses. Donc, je pense que ça, c'est peut-être l'un des problèmes d'éducation aussi, à expliquer, comme tu viens de dire au début, que le VIH, c'est une pathologie comme une autre. Donc, les gens n'acceptent pas parce que puisque c'est une maladie qui est transmise par relations sexuelles, donc les gens normalement pensent que c'est parce que la personne n'est pas, comment on appelle ça, n'a pas été fidèle, des choses comme ça. Mais aussi, ce que les gens oublient, parce que bon, moi, j'ai déjà assisté à voir des prestataires qui devaient entrer au bloc avec les patients, qui systématiquement faisaient dépister les patients à leur insu, sans même aborder ce sujet-là. Mais c'est des médecins qui eux-mêmes refusaient de faire le test. Donc, qui dit que ce médecin-là en question n'était pas infecté et lui va infecter le patient. Donc, il y a plusieurs façons d'être infecté, est-ce que tu vois? Donc, ça veut dire que le médecin aussi peut aussi transmettre la pathologie. C'est pour ça que c'est bien, moi, je me souviens que à l'hôpital, on faisait les tests chaque 6 mois pour essayer de connaître, même 3 mois, pour essayer de connaître ton statut. Donc, je pense que quand les gens sont dans le milieu médical, il y a même certains qui sont hésitants, hein, même dans les médecins, pour faire le test. Ils ne veulent pas connaître leur statut aussi. Hein. Donc, je pense que l'éducation prend du temps. Je pense qu'il faut éduquer les gens et je pense que la stigmatisation et le jugement et le manque de confidentialité des prestataires. Je pense que ça peut être des bases. Donc, même si les gens savent qu'il y a des médicaments, mais personne, comme tu as dit ça, ils savent que le traitement est lourd. Donc, maintenant que je pense que le fait qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière de technologie, peut-être que ça va changer ça, mais ça demande aussi qu'il y ait d'autres gens comme toi qui continuent de parler de ça pour sensibiliser les gens, pour leur faire comprendre que c'est une pathologie comme les autres, que ce n'est pas la peine de stigmatiser quelqu'un qui est tombé malade. Je veux aussi dire une petite clarification et pour les gens qui ne savent pas, parce que jusqu'à présent, je dois aussi me mettre en tête qu'il y a probablement beaucoup de gens parce qu'ils ils ne se soucient pas trop du VIH, donc ils n'ont aucune idée. Le VIH, vous pouvez le prendre, c'est pas nécessairement en allant en contact sexuel, quoi, que vous pouvez avoir le VIH. Vous pouvez avoir une transfusion de sang et le sang que vous avez reçu, c'est un sang qui est malade. Vous pouvez être né avec le VIH parce que vous aviez un parent, votre mère avait le virus et il n'y a pas eu de traitement à l'heure. Et donc, lorsque vous êtes né, vous avez eu le VIH. Vous pouvez avoir le VIH et, par exemple, si vous allez dans les salons, écoutez, l'autre jour, j'ai regardé sur YouTube un dentiste, ça c'est aux États-Unis, vous voyez, qui est en litigation parce que l'un des patients qu'elle a reçu, après avoir été chez le dentiste, ne s'est pas portée bien du tout. Elle a commencé à se sentir mal. Elle a commencé à se sentir tellement mal. Donc, quand elle a été à l'hôpital, on a fait les tests et on a vu qu'elle avait le virus, HIV. Et elle ne pouvait pas comprendre là où elle a pris ce virus parce qu'elle se fait tester, son mari est négatif, tout ça. Et elle a demandé à ce que la santé, le board de la santé, comme tu fais un check-up sur ce médecin, sur le dentiste, et le dentiste, il y avait les protocoles sanitaires n'étaient pas mis en place. Donc, pour les gens qui vont chez les dentistes qui ne sont pas propres, les gens qui vont dans les salons, là, ils ne sont pas propres, les gens qui font du tatou,
vous ne savez, et les gens, comme si les gens n'utilisent pas une sorte de protocole avec leur business, vous pouvez toujours attraper cette maladie. Exactement, vous pouvez toujours attraper cette maladie. Donc, pour moi, c'est tellement une maladie que vous pouvez attraper partout et le nombre de gens qui vivent avec le VIH, c'est énorme, quoi. C'est pas un nombre qui est minime, d'autant plus que, je ne sais pas pour toi, Joanne, mais pour moi, le fait qu'il y ait tant de médicaments, la nouvelle génération, ils n'ont pas peur du VIH, tu vois, c'est pas, je ne sais pas pour Haïti, mais la nouvelle génération, ils n'ont pas peur du VIH. Ils ne regardent pas le VIH comme oh mon Dieu, je vais mourir. Non, parce qu'ils savent qu'il y a le traitement, il y a les médicaments. Dès qu'ils prennent une pilule, ça va, ils continuent leur vie, c'est très bien. Donc, il y a ça aussi que les gens se disent que, ah, écoute, moi, si jamais j'attrape le VIH, c'est OK parce qu'il y a les pilules. Je veux vous dire que les traitements sont très, très, très chers. Je ne suis pas sûre si Joanne peut en parler des traitements, mais je sais que Madame Massé, elle a beaucoup plus une notion de comment, je trouve, les traitements sont gratuits quoi, en Haïti pour le VIH. Oui, les traitements en Haïti sont, je ne sais pas pour maintenant, mais je sais qu'en Haïti, les traitements étaient gratuits parce qu'au début, quand on faisait les essais cliniques, et on avait essayé de faire les essais cliniques en Haïti, je pense que c'était à travers les centres GESCO, et eux, et le docteur Pape avait demandé que l'on puisse réaliser, et si on fait les essais, et que le traitement, quand on aura trouvé les traitements qui puissent être gratuits en Haïti. Donc, c'était ça à l'époque. Donc, je sais que les traitements étaient gratuits. Donc, je ne sais pas comme il y a eu avec tous les problèmes sociaux et politiques et sociaux qu'il y a en Haïti, si c'est toujours de mise, mais ça a été gratuit et le traitement et le test aussi, le testing des gens et les traitements. On a Madame Massé qui est en bas aussi qui nous parle. Ce sera aussi l'une des personnes qui va présenter avec nous. Elle nous dit que oui, avec with the ministry and the various programs, les traitements sont gratuits en Haïti. Donc, les traitements sont gratuits en Haïti, mais vous savez que pour les États-Unis, si vous n'avez pas comme un healthcare qui est bien, écoutez, ce sont des traitements qui sont coûteux. C'est très, très, très cher et j'ai regardé pour avoir juste un petit flacon et avec les médicaments pour le VIH. Donc, il faut arrêter à se dire que vous pouvez, comme si prendre une pilule et que ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher. Je ne veux pas faire peur aux gens lorsque vous avez le VIH, mais le VIH change votre vie. Ça change le parcours de votre vie parce que c'est un virus qui atteint les organes, quoi. Ça vous mange à petit peu. Donc, il va falloir vraiment être soucieux, prendre soin de sa santé et tout. Non, Joanne, je ne sais pas, est-ce que tu voulais en parler? Parce que tu sais, dernièrement, on se parlait et comme on parle des traitements qui sont gratuits, je sais qu'en Haïti, surtout du côté de Mirbalais, il y a une époque où est-ce que les gens qui sont positifs avec le VIH, ils avaient ce que je crois que ce qu'on faisait pour les gens en Haïti qui étaient positifs avec le VIH, c'est qu'on leur encadrait au-delà des médicaments. Donc, on leur donnait une maison, de la nourriture, comme si pour leur supporter. Et ce que j'avais remarqué avec la communauté Amir Balais, et les gens disaient, c'est que les gens en Haïti allaient se faire piquer ou prétendaient avoir le VIH pour avoir accès à ces, comment je pourrais dire, à ces choses. Vous voyez? Avantage. À ces avantages. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux parler de ça? Bon, je pense que, comment on appelle ça? C'était peut-être une façon d'aider les gens qui avaient le VIH et c'était comment on appelle ça un peu, on appelait ça le livelihood. Donc, on leur donnait, comment on appelle ça, des subventions alimentaires, on leur donnait une maison, on aidait leurs enfants. Donc, c'était vraiment, comme tu dis, il y avait un programme social mis à part du traitement médical qui était autour de ça. Donc, les autres gens qui n'avaient pas le VIH n'avaient pas eu accès à ça. Donc, ça a créé une certaine déviance, est-ce que tu vois? Mais je pense qu'à l'heure actuelle,
tout ça a été enlevé. Et puis même aussi la façon de faire le dépistage, ça a changé le dépistage parce que les techniciens de laboratoire vendaient les résultats. Donc maintenant, pour pouvoir faire un traitement VIH, il faut faire des empreintes maintenant pour qu'on puisse te donner le résultat. Donc ça a changé toute la façon de faire le testing aussi. Donc je pense que les gens pensaient vouloir bien faire, mais comme on connaît l'humain, donc ça a dérangé certaines choses. Donc effectivement. Donc, ça s'est passé au plateau central, mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres endroits qui aient eu le même problème. Je ne sais pas si Réginal peut compléter. OK, eh bien, c'est bien. Ah, il faut faire une empreinte maintenant pour faire le test. Ah, Oui, je ne savais pas. c'est comme les empreintes qu'on fait. Parce que c'est plus les noms qu'on écrit, parce on a changé le testing, au fait. Bon, ça date d'un petit moment, hein. Quand je dis ça, parce que c'est des choses qui remontent, je pense, c'est 2015, hein, qu'on faisait des empreintes. C'est pas quelque chose de maintenant. Ça fait un moment que ça a été recadré, au fait. OK. Donc, Joanne, tu as travaillé aussi au Congo et d'autres endroits. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment que tu trouves fingerprints are not mandatory? OK, Madame Massé dit que les empreintes ne sont pas nécessairement, on ne demande pas ça tout le temps, mais OK, c'est bien d'apprendre ça. Donc, Jo, est-ce que tu peux nous dire un peu la différence avec l'approche médicale que tu as observée en tant que médecin en Haïti et en Afrique? Est-ce qu'il y a quelque chose en commun ou est-ce qu'il y a de préférence et une grande différence avec notre continent, nos pays? Bon, moi, ce que je peux dire, bon, je vais parler du Congo Brazzaville, pas de Kinshasa, parce qu'au Congo Brazzaville, je pense que j'ai trouvé que, bon, c'est vrai qu'en Haïti, on disait que dans notre système de santé, il est faible, il y a beaucoup de manques, mais quand je suis arrivée au Congo, j'ai trouvé que c'était à des années-lumière d'Haïti, parce que c'est comme si nous, on pouvait être des professeurs pour les gens au Congo, et par rapport et à leur façon de travailler. C'est vrai qu'ils ont de très bonnes infrastructures qui sont même beaucoup mieux construites que les nôtres et de meilleure qualité. Bon, pas tous, mais la majorité, parce que je me dis que le Congo, c'est un pays riche, mais néanmoins, le problème qui se pose déjà par rapport à l'hygiène au niveau des structures de santé, bon, en Haïti, c'est vrai qu'on a des problèmes d'hygiène, mais comment on appelle ça? Déjà l'accoutrement des prestataires. Par exemple, tu peux voir un prestataire qui vient à l'hôpital avec des sandales, à l'hôpital, donc, et puis avec des blouses qui traînent un peu par terre. Est-ce que tu vois? Donc, et ça déjà, venir avec des sandales où tu peux avoir comment on appelle ça, des liquides biologiques qui peuvent tomber, des blouses qui traînent par terre, c'est déjà pas hygiénique. Est-ce que tu vois des prestataires qui mangent dans une salle d'intervention au bloc? Donc, moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup choquée. Et aussi, par exemple, les protocoles. Par exemple, tu vois des gens qui mettent des protocoles dans le couloir. C'est-à-dire, le protocole devient une photo, mais pas quelque chose où il doit être. Est-ce que tu vois? Donc, ça, c'était un peu choquant et de voir cette façon-là. Par exemple, nous, en Haïti, on a beaucoup de protocoles pour beaucoup d'autres, par exemple, que ce soit pour la santé maternelle ou d'autres choses, et qui sont au niveau national, eh bien, on va travailler avec des organismes et de l'État. Et aussi, l'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que en Haïti, on a beaucoup d'ONG. Au Congo, il n'y a pas beaucoup d'ONG. Est-ce que tu vois? Et parce que c'est un pays qui est riche, qu'on dit qu'il y a beaucoup de pétrole, donc les gens, il n'y a pas beaucoup de financement. Par exemple, bon, je donne un exemple. Par exemple, en Haïti, j'étais dans un programme où on avait 3 millions pour la santé de la reproduction. Donc, au Congo, le 3 millions, c'est le programme du bureau. Donc, moi, j'étais dans une unité, j'avais 3 millions. Et pourtant, les gens veulent faire de grandes choses. Et puis aussi, ce que j'avais trouvé, c'était le niveau de corruption qui était vraiment très, très élevé. Et je ne dis pas qu'en Haïti, il n'y a pas de corruption, mais un directeur ne viendra pas te dire qu'il faut qu'il a en mission, il faut que tu lui donnes 20%. Donc, c'est ça que j'ai trouvé et qui était vraiment différent par rapport à Haïti et par rapport au Congo. Donc, c'est cette différence-là. OK, je sais que probablement tu dois partir, mais deux questions que Mhm. j'aimerais qu'on en parle. La première chose, c'est est-ce que tu trouves
qu'en Haïti, il y a trop d'ONG? Est-ce que tu trouves que les ONG qui sont en Haïti font beaucoup plus de tort que de bien, en gros, à l'avancement du pays, que ce soit économique, que ce soit santé, ou par contre, est-ce que tu pourrais dire que non, les ONG supportent encore mieux que le gouvernement haïtien? Bon, moi, je pense que, vu la situation du pays, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas dire, bon, ça va dépendre de l'aide. Parce que je ne pense pas qu'une aide en soi est mauvaise. Ce que je pense, c'est la bonne gouvernance qu'il faut avoir dans un pays. Parce que s'il y a une aide, c'est au gouvernement de dire ce qu'il veut et de canaliser l'aide et de faire une meilleure synergie. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ce que je pense. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est quand une ONG vient au pays et commence à aller quelque part sans que ça, ce qu'il fait rentre par rapport à un besoin ou bien une cartographie nationale. C'est ça que je pense qui n'est pas bien. Ou du moins aussi, moi, ce que je pense, quand il y a les ONG, je pense qu'il y a une certaine régulation parce qu'il y a tout un processus pour s'inscrire au niveau du ministère des Affaires intérieures, au niveau de la santé. Moi, ce que je déplore le plus, c'est les missions. C'est les gens qui sortent de l'étranger, qui viennent, sont affiliés avec une église et puis ils viennent faire des cliniques mobiles, ils viennent avec des médicaments. Ils introduisent des médicaments qui ne sont pas forcément utilisés en Haïti parce que quand vous donnez ça, vous allez revenir à quel moment? Si la personne a une pathologie métabolique, par exemple le diabète ou bien l'hypertension qui demande d'avoir des traitements réguliers, la personne ne peut pas s'approvisionner au pays. Il n'y a pas ces molécules-là. Donc, tu vois, c'est ça, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et je me demande, bon, je ne sais pas, je parle avec des pincettes, je me demande est-ce que les gens ne viennent pas tester des choses aussi au niveau du pays? Est-ce que tu vois? Parce que c'est pas, parce que les gens rentrent avec les choses dans leur valise, il n'y a pas un contrôle qui est fait. Et d'autant plus qu'en Haïti, à ce que je sache, à un moment, quand il y a des médicaments, il n'y a pas, la DPM n'avait pas un système pour contrôler la qualité de certains produits. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ce que je pense. Ok, on a Madame Massé qui nous dit que the National HIV Program has leadership on all HIV related matters. I agree with Dr. Iglesias regarding the mission. So, elle parle de la mission, mais elle dit que ça a beaucoup diminué. C'est dommage qu'on n'a pas Madame Massé avec nous parce que Madame Massé aurait vraiment complémenté notre discussion sur le VIH, mais sur aussi plein de choses en Haïti. Euh, et tu as parlé de la santé reproductive que je pense que tu as étudié. C'est ton domaine. Est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est quoi la santé reproductive et nous parler un peu de ça? Bon, en fait, je pense que la santé reproductive en soi, c'est la santé globale et on va dire des femmes. Ça prend en compte la planification familiale, la reproduction, l'infertilité, et comment on appelle ça, les violences basées sur le genre. Et c'est vraiment un domaine vraiment global. Donc, c'est pas, ça devrait même, même si on ne le met pas dans la définition, parler du volet de la ménopause de la femme, tout ça. Et bon, comme nous-mêmes en Haïti, on n'a pas ça, les incisions aussi, ça tient en compte certains volets de ces aspects-là. Ça tient la santé de la femme de manière globale, son bien-être, on va dire ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut dire qu'en Haïti, la façon de faire la santé de la reproduction, pas seulement en Haïti, mais dans beaucoup de pays, on va beaucoup s'attacher à la femme enceinte et à la femme qui ne veut pas avoir d'enfants sur la planification familiale. Donc, c'est réduit vraiment à ce volet-là. Par exemple, au Congo, au niveau national, les gens parlaient un peu d'infertilité, mais cependant, bon, c'est vrai, c'est un programme dont on parle, mais on ne, comment je vais dire ça, c'est pas financé. Est-ce que tu vois, c'est là de nom, mais c'est pas réellement financé. Maintenant, et pour les problèmes d'incision, c'est surtout dans les familles musulmanes. Donc, nous, en Haïti, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment, parce que c'est vrai qu'on a des musulmans en matière de religion, mais je ne pense pas que les pratiques et ce genre de pratiques-là existent en Haïti en réalité. Donc, ce que je peux dire aussi, je peux dire que la santé de la reproduction, en quelque sorte, ça devient comme une porte d'entrée des soins de santé primaire, parce que la plupart du temps, c'est les femmes qui, avec les enfants, la santé infantile, la santé
Et c'est ça qui est, je vais dire ça, dans les hôpitaux publics, c'est ça qu'on a beaucoup plus souvent. Mais sinon, par exemple, c'est vrai qu'on parle de santé de la reproduction, parce que quand on parle de santé de la reproduction, on a tendance à voir que la femme, mais on ne parle pas vraiment de l'homme, tu vois. Bon, il y a certains endroits où c'est beaucoup plus inclusif, mais encore chez nous, c'est vraiment la femme qui va à l'hôpital. Même l'homme, il ne va pas, il n'y a pas vraiment un programme pour l'homme. Et même quand on parle de planification familiale, beaucoup de fois, c'est vraiment au niveau de la femme. Et je pense qu'on aurait beaucoup plus intérêt à gagner à, comment on appelle ça, à associer les hommes. Parce que moi, je vois que dans À les... inclure, il y a c'est Oui, sur tous les niveaux, c'est toujours beaucoup de programmes pour les femmes, mais les hommes sont toujours exclus, mais ils font partie de notre société. Il faut avoir beaucoup plus de programmes qui soient l'inclusivité, avoir aussi quelque chose pour les hommes, quoi. Je suis complètement d'accord. exactement. Exactement, quelque chose que j'avais remarqué et pour les hommes, surtout sur le VIH. Par exemple, en Haïti, en pile fois, le nègre, yo gen madame yo qui enceinte, yo reposé sur le fait que yo connaît que y a fait test VIH pour madame yo, so là, y a connaît yo même si yo positif ou bien si yo négatif. Donc, en Haïti, il y avait une approche lorsque les femmes sont enceintes, on leur fait un test de VIH. Donc, c'est comme ça que les hommes en Haïti sachent, OK, est-ce que eux, ils sont atteints du VIH parce que la plupart du temps, ils ne veulent pas être testés. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quoi l'approche mentale lorsque on fait ce genre de test, surtout pour une femme qui porte un bébé? Et quel encadrement? Parce que je me rappelle d'un incident quand j'étais toute jeune, j'avais 14 ans, et on avait une amie qui s'était suicidée. Elle avait 17 ans. Les parents étaient choqués, tout le monde était choqué. Et c'était suite, après qu'elle avait été voir un médecin, parce qu'elle ne se sentait pas bien du tout, elle a été voir un médecin qui lui a donné deux nouvelles. La première nouvelle, c'est que elle portait un bébé. La deuxième nouvelle, c'est qu'on avait détesté et dépicté le VIH. Quand elle est rentrée chez elle, elle avait écrit une lettre pour son père, pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur. Et avec l'arme à feu de son père, elle s'était suicidée. Donc, j'aimerais savoir, et ça s'est passé, donc, écoute, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans. Et bon, c'est sûr que après lui avoir donné une diagnostic tel quel, il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de support. Donc, quand elle rentre chez elle à 17 ans, non seulement elle porte un bébé, mais aussi qu'elle est atteinte du VIH. Donc, c'était choquant. Et est-ce que tu sais, c'est quoi l'approche en Haïti lorsque on teste les femmes qui sont enceintes? Et si le résultat devient positif, c'est comment qu'on les encadre, comment qu'on les supporte? Est-ce que tu as une idée? Bon, je sais que habituellement en Haïti, quand on fait ces tests-là, bon, il y a déjà, quand on va à l'hôpital, il y a déjà le counseling de groupe qu'on fait et puis il y a un counseling individuel. Donc, habituellement, ça se fait des fois avec soit un psychologue ou un travailleur social. Donc, certaines fois, des fois, les gens ne donnent pas le test à la personne quand elle vient seule, mais des fois, il y a des gens qui arrivent seuls. Parce que des fois, quand le test est positif, la plupart du temps, ils demandent à la personne de venir avec quelqu'un de confiance et il essaie, parce que même avant de faire le dépistage à la personne, que si jamais le test est positif, il y a recours à avoir des soins, il sera encadré, les soins sont gratuits, tout ça. Et si c'est négatif aussi, bon, il n'y a pas de souci. Donc, on explique toujours à la personne, est-ce que tu vois? Sauf si, bon, je ne sais pas comment la personne a pris, si elle était seule, si le prestataire a évalué son niveau de réception, si la personne était capable de pouvoir recevoir ce résultat-là. Mais en principe, normalement, quand on fait le test, psychologique. Est-ce que tu vois? Donc, je pense que, bon, moi, j'ai fait des SVIH quand j'étais en France. Je trouve qu'en Haïti, c'est mieux fait. Parce que déjà, la personne ne reste pas, on ne te fait pas attendre beaucoup de jours. Parce qu'il y a certaines structures en Haïti, quand on fait des tests, il y a des tests qu'on peut faire pour te donner le résultat à l'instant même. Tu n'es pas obligé d'attendre 10 jours, 15 jours, parce que tu t'imagines quelqu'un qui part chez lui, qui est en train de ruminer, qui doit venir chercher un résultat qu'il ne sait pas. Donc, je pense que la plupart du temps en Haïti, c'est des tests qui se font très bien. Moi, sincèrement,
pour avoir testé la France, moi, j'ai préféré la façon de faire en Haïti. Donc, bon, ça m'étonne. Peut-être qu'elle n'était pas prête ou que ça t'aime. C'est comment la différence avec la France et pour Haïti? Non, ce que je disais, c'était le temps. C'est-à-dire que tu arrives dans un centre qui est VIH et qui fait le dépistage, mais ça prend beaucoup de temps avant de te donner les résultats. Donc, ça prend beaucoup de temps avant de donner les résultats et c'est assez compliqué parce que psychologiquement, pour la personne, c'est pas intéressant d'attendre 15 jours avant d'avoir ton résultat, quoi. Et puis, on Est-ce ne qu'il y a fait beaucoup pas. Et de puis, troubles? le médecin, par exemple, ne te dit pas, il va te donner le test, des choses comme ça. Il t'explique rien. C'est-à-dire que tu arrives et déjà, dès que tu es noir, systématiquement, on te prescrit ce test-là. Donc, c'est ce que je pense. OK. Bon, et je ne suis pas sûre si on peut continuer ou bien si tu es très occupée. Parce que je sais que tu dois partir. OK, je sais que tu dois partir. Et je te dis merci. Il y a tant d'autres choses que j'aimerais qu'on en parle. Peut-être qu'il y aura un deuxième volet parce que je sais que tu es en train d'ouvrir ta consultation privée et spécifiquement sur le IVF, sur l'infertilité de la femme. Je trouve que c'est un sujet qui soit réellement intéressant, surtout pour la communauté haïtienne parce que toi et moi, nous savons que lorsqu'un couple ne peut pas avoir d'enfants en Haïti, automatiquement, et c'est la femme. C'est toujours la femme, c'est la femme qui a un problème. Donc, je t'inviterai une deuxième fois pour qu'on puisse en parler. Merci infiniment pour ton temps et n'oubliez pas que le webinaire se fera les 22, 23 et 25 juin prochains sur le VIH, spécifiquement quand ça soit relié de la communauté haïtienne. Merci infiniment et bon après-midi, Jojo. Merci. D'accord. Bye bye. D'accord. Bye bye.